Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Eh bien bonjour les amis, je suis ravi d'être avec vous pour cette troisième émission de débat sur un thème, on vous l'a dit et on ne cessera jamais de le répéter, un débat et un thème trop peu expliqué, la maison saine. Garder une maison saine. Une émission que je vous propose que nous fassions en 3 temps. On est ravis de vous le proposer avec nos partenaires avec qui nous avons coproduit cette émission. C'est nos amis de Murprotec France, leader européen du diagnostic et des traitements de l'humidité, pour l'amélioration également de la qualité de l'air intérieur et la durabilité du patrimoine immobilier. Aujourd'hui, les amis, je vous propose un focus investisseur qui va être fait et on va parler, voilà, sans embâche, ensemble de rénovation, d'investissement dans un logement sain. Un logement sain, c'est un logement plus rentable, mieux loué, avec qui les relations bailleurs-propriétaires sont apaisées. Et nous verrons ensuite, bien évidemment, avec nos invités, quels sont les axes à bien trouver. Nous expliquerons ensuite pourquoi l'humidité peut être un sujet de conflit dans la relation entre bailleurs et locataires, c'est même d'ailleurs la majorité des cas, et on verra surtout comment vous donner les clés de lisibilité pour pouvoir l'éviter. Tous ces sujets, nous allons les décrypter avec nos experts, qu'ils soient spécialistes de santé ou professionnels de l'immobilier. Un magnifique casting nous attend, les amis, pour le 3e numéro de cette coproduction Radio Imo et Murprotec, Maison Saine numéro 3. C'est parti. On va parler, les amis, on se retrouve avec Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'ailleurs avec vous de faire cette chronique dans Parlons Immo, l'émission que j'anime sur Sud Radio tous les samedis entre 12h et 13h. Merci d'être avec nous. Alors justement, pourquoi, mon cher Édouard, l'humidité reste-t-elle encore aujourd'hui un sujet si sous-estimé lorsqu'on veut investir dans l'immobilier? Alors totalement Sylvain, c'est vrai que l'humidité c'est un problème qu'on sous-estime totalement et pourtant aujourd'hui on le sait, c'est le CSTB qui le dit, 37% des logements en France présentent des signes de moisissure, des traces de moisissure, alors visibles et invisibles. Et si on fait un focus sur cette moisissure aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est notamment une question de mode de vie. Vous savez, que c'est un problème d'aération ou d'entretien, alors que c'est une véritable pathologie du bâtiment. La moisissure, c'est pas de la saleté, c'est un symptôme. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous, chez Murprotec, on réalise pas loin de 5000 chantiers chaque année en France. C'est des chantiers qui sont donc liés à des problématiques d'humidité structurelle. C'est pas le mode de vie, c'est pas lié au comportement, c'est du structurel. Donc c'est pas marginal aujourd'hui, c'est massif. 5000 chantiers chaque année liés à de la moisissure. C'est juste énorme. Alors justement, chez Murprotec, vous parlez parfois, c'est extrêmement intéressant de décrypter, de contagiosité du bâti. Alors c'est la première fois que je l'entends. En quoi cette expression, elle est franchement fondamentale et importante, que je vous souhaiteriez faire comprendre, notamment aux propriétaires bailleurs? Alors, on parle de contagiosité du bâtiment parce que les maladies du bâtiment peuvent littéralement se transmettre à l'homme, Sylvain. L'humidité, on le sait, elle dégrade aujourd'hui la qualité de l'air intérieur et cet air, on le respire tous les jours. D'accord ? Et le CSTB l'a démontré aujourd'hui. Vivre dans un logement humide, ça augmente le risque de me développer de l'asthme par 40% et notamment aussi des troubles respiratoires. Donc, c'est un phénomène qui est insidieux. Le bâtiment ne tousse pas aujourd'hui, mais par contre, il fait tousser. Le bâtiment ne présente pas de signes de fièvre, mais par contre, il provoque des inflammations. Et dans certains cas extrêmes, notamment je pense à l'aspergillose, vous savez, ces spores de moisissure, donc vont pénétrer dans les poumons des occupants, ces personnes qui vivent dans les logements, vous savez. Et donc, un peu comme elles le feraient sur un mur, elles vont coloniser et on va voir cette moisissure à un moment donné qu'on va donc inhaler. Donc, comprendre cette contagiosité aujourd'hui, c'est comprendre qu'un bâtiment qui est malade, c'est un risque sanitaire qui est réel. C'est pour ça que prévenir et traiter l'humidité aujourd'hui, c'est protéger la santé de ceux qui vivent à l'intérieur de ces logements. Bien sûr. Alors, en quoi, Édouard, je profite de votre présence, investir dans un bien sain, notamment bien protéger l'humidité, devient-il aujourd'hui un critère de valeur patrimoniale, de valeur même humaine et de responsabilité également à l'égard de ceux qui vont vivre dans l'immeuble ou dans le bien en question? Sylvain, investir aujourd'hui dans un bien sain, c'est investir dans la durée. L'humidité, on sait, ça fragilise les murs, ça détériore les matériaux et ça fait perdre de la valeur au logement. Donc un bien humide, c'est tout simplement un bien aujourd'hui qui vieillit, mais plus vite.
Donc, protéger son logement contre l'humidité, c'est préserver son patrimoine d'une certaine manière, mais aussi la santé de ceux qui y vivent. Chez Murprotec, nous, on ne se contente pas de traiter les problèmes. Aujourd'hui, on fait aussi de la prévention, avec des contrôles préventifs pour détecter l'humidité le plus en amont possible, le plus tôt possible. On parle souvent du risque incendie, vous savez. Eh bien, il faut parler aujourd'hui du risque humidité. Ce risque qui est invisible, silencieux, mais qui est destructeur. Et alors, c'est vrai que, je vous le dis, les amis, on n'y pense jamais assez. Mais la plupart des litiges sont liés à l'humidité et aux problèmes, d'ailleurs même de fuite, on en parlera tout à l'heure. Il existe d'ailleurs cette responsabilité sociale et environnementale, ça s'appelle la valorisation ESG, entreprise sociale et gouvernance, valorisation des critères ESG désormais intégrés dans les stratégies immobilières à moyen et long terme. On en parlera d'ailleurs également avec un grand professionnel de l'immobilier qui est avec nous, c'est Olivier Safar. C'est aussi un élément clé dans un secteur immobilier qui favorise la durabilité et l'atténuation des risques. Un bailleur qui met en place un système de ventilation performant, c'est un critère E. Une politique de médiation locative, c'est un critère S. Une gouvernance transparente sur les charges récupérables, c'est un critère G, qui pourra valoriser son parc en démontrant qu'il limite les risques, améliore la qualité de vie et respecte les normes, ce qui séduit les investisseurs. Je pense que c'est bien de le rappeler, n'est-ce pas, Édouard ? En effet, c'est aujourd'hui cette responsabilité sociale, en tout cas, elle est à rappeler. C'est un gage de valeur pour l'investisseur, ça c'est sûr et certain. Alors, et c'est d'ailleurs votre mission, puisque vous êtes responsable du pôle d'engagement sociétal. Et je voudrais qu'on dise aussi à toutes celles et ceux qui nous écoutent, mon cher Édouard, qui peuvent aller désormais sur un site pédagogique qui leur donne toutes les clés de compréhension. C'est le site maison-scène.fr pour avoir plus de conseils pratiques. Voilà pour cette introduction avec un magnifique casting. Nous allons passer maintenant au débat avec notre première table ronde. Une thématique extrêmement intéressante, les amis. Réussir une rénovation saine, un choix rentable et surtout un choix durable. C'est tout de suite après ça. Voilà, Maison Scène, 3e édition, nous sommes avec vous pour cette première table ronde. Je vous l'ai dit, un super casting. On est très heureux, très honorés que nos invités aient accepté de participer à ce premier plateau. La thématique, réussir une rénovation saine, un choix rentable, mais surtout un choix durable. Un focus investisseur pour ce numéro. On va parler plus spécifiquement de la rénovation saine, un choix rentable, forcément sur le long terme. On interrogera pour cela Bruno Tudal qui est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller médical en environnement intérieur, on dit les CMEI, et vous êtes également conseiller technique du programme Maison Scène. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous avoir sur le plateau et je suis ravi de vous recevoir. Bonjour Pierre Cruveillet. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes également en plateau avec nous. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association française de la ventilation. Merci d'avoir accepté cette émission. Votre avis est plus que nécessaire sur des sujets sociétaux tels que la qualité de l'air intérieur, mais également les problématiques d'humidité. Nous avons la chance d'avoir un ingénieur de l'ADEME qui est avec nous, qui n'a pas eu la possibilité d'être avec nous en plateau. Il est à distance. C'est Étienne Marx. Bonjour Étienne. Bonjour Sylvain. Voilà, on va augmenter légèrement le retour sur le plateau d'Étienne. Étienne, je rappelle que vous êtes ingénieur bâtiment pour l'ADEME. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et avec vous, on parlera surtout, c'est la vocation de l'ADEME, des bonnes pratiques au niveau de ces activités bâtimentaires notamment. Merci également. Voilà, Manuel Wojciechowski également est avec nous. C'est la deuxième fois que je l'interviewe. Merci Manuel d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur, vous êtes surtout un expert chez Murprotec, notamment sur les solutions techniques. Et vous dirigez également, vous intervenez dans la Murprotec Academy, puisque vous prenez un soin particulier chez Murprotec de rendre l'excellence en termes de formation professionnelle de l'ensemble des experts du réseau national. Merci d'être avec nous. Et si vous voulez bien, mon cher Manuel, je vais commencer par vous. Très bien. Vous qui voyez, c'est vrai, c'est votre lot quotidien, des rénovations mal conçues, on peut le dire, face à l'humidité ou peut-être avec un manque total de connaissances et de pédagogie. Pourquoi c'est risqué de se lancer dans une rénovation énergétique sans avoir évalué, alors ça c'est vrai, l'humidité du bâti? Ça peut avoir des conséquences qui sont graves. Hein. Ce qu'on voit nous sur le terrain régulièrement, et c'est en augmentation, hein. C'est des cas qui sont en augmentation, c'est de la condensation interne, puisque le fait d'isoler un mur qui possède des problématiques d'humidité structurelle, ça va créer des phénomènes de condensation, de moisissure.
Ça peut accélérer le processus de dégradation du bâti, puisque au-delà de l'aspect esthétique, avec des dégradations d'enduit, de peinture, de revêtements intérieur, extérieur, ça peut créer des fissures et donc ça accélère le processus de dégradation. Voilà. Ça peut créer un surcoût au niveau des réparations, puisque le fait d'isoler sur une éponge, si je peux donner une image, ça peut parfois obliger à reprendre tout depuis le départ. Donc c'est des surcoûts qui peuvent être pharaoniques. Ça peut arriver que les travaux de réno globaux seraient repris intégralement parce que forcément il y a un sujet. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est double peine. Double peine. Exactement. Alors justement, quel levier on pourrait pour essayer parce que voilà, l'ambition de cette émission, c'est aussi de donner des clés de lisibilité. Est-ce qu'il y a des leviers pour l'éviter ? Oui, alors la priorité pour moi, elle est claire, c'est de faire un diagnostic. Voilà, un diagnostic complet de la maison, de la cave au grenier, pour vérifier déjà les problématiques qui peuvent arriver dans la maison, c'est-à-dire des problèmes d'infiltration, des problèmes de remontée d'humidité par capillarité, des problèmes de condensation pressentie, voilà, ou déjà existants. Et après, le deuxième point, c'est de travailler sur des matériaux qui laissent respirer, voilà, pour éviter ce fameux effet Kawé qu'on retrouve parfois justement dans ces rénovations énergétiques. Oui, parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est que les gens ont tendance à rénover, mais parfois à sur-rénover finalement. Et ils créent une espèce de bulle de condensation qui crée finalement de l'humidité malsaine pour les habitants, surtout s'ils n'aèrent pas suffisamment. Exactement, on peut créer un effet de serre, un effet cocotte minute un petit peu. Comme je dis, l'effet Kawé, c'est-à-dire qu'on va emprisonner complètement ce bâtiment sans le laisser respirer, quoi. Et s'il y a des problèmes existants d'humidité structurelle qui ne sont pas traités en amont, si on ne traite pas l'humidité en amont, ça peut avoir des conséquences qui sont gravissimes, à la fois sur la santé du bâti, mais également sur la santé des occupants. Bien sûr. Alors, bien évidemment, dégradation de la santé, mais également dégradation du patrimoine, puisque bien sûr, tout ça nécessite des travaux. Les travaux, c'est de l'argent. Et donc, améliorer et anticiper, c'est aussi garantir la valeur de l'actif, du bien que l'on possède. Merci pour cette réponse. Étienne Marx, vous êtes à distance en tant qu'ingénieur bâtiment à l'ADEME. Est-ce que vous pouvez nous parler des bonnes pratiques pour rénover tout en préservant, et ça c'est très important, c'est même une notion de plus en plus présente, la santé du bâti et de ses occupants? Effectivement, je vais rebondir sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'une rénovation énergétique, c'est toujours l'occasion de faire un diagnostic de l'état du bien. Et effectivement, on ne va pas rénover énergétiquement un bien qui a des problèmes d'humidité. On va toujours essayer de traiter ces pathologies avant d'améliorer la qualité énergétique d'un bâtiment. Il y a un point qui n'a pas été abordé également, c'est que même si ce n'est pas visible, l'humidité peut avoir des conséquences sur la performance des isolants. Donc au final, on peut obtenir une rénovation qui ne va pas atteindre ce qu'on avait imaginé parce qu'on va avoir de l'humidité potentiellement non visible dans les isolants. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple qui illustrerait le propos ? Sur la baisse de performance des isolants ? Oui, à cause de l'humidité, justement. À cause de l'humidité. La plupart des isolants, leur principe, ça va être en fait de créer un espace où on a de l'air qui va rester immobile, et c'est cet air immobile qui va jouer le rôle d'isolant thermique. Donc si en fait de l'humidité vient prendre la place de cet air, on va pas avoir les performances visées par l'isolant. Oui, donc finalement, c'est exactement ce que nous disait Manuel, ça peut être finalement contre-productif, et ça pourrait même susciter le fait de déconstruire des travaux déjà réalisés pour atteindre un autre objectif. Enfin, parfois c'est surréaliste, mais c'est un cas assez courant. C'est un cas qui se produit effectivement si on n'a pas réglé les problèmes auxquels était soumis le bâtiment avant de venir l'isoler. Oui, c'est très clair. Étienne Marx, à l'ADEME, quels sont très, très basiquement, très prosaïquement, les soutiens disponibles pour favoriser une maison saine, une rénovation saine et performante, et notamment sur des projets qui seraient portés par des investisseurs? Alors sur les aides à la rénovation, il y a un certain nombre d'aides à la rénovation qui existent. Donc vous connaissez sûrement MaPrimeRénov', les C2E, les coprêts à taux zéro, donc qui sont distribués soit par l'État, par les collectivités, par les banques. Alors à l'ADEME, on n'intervient pas directement sur ces aides à la rénovation. Pour autant, on a des actions pour encourager la rénovation durable, et c'est notamment des actions de structuration et de formation de la filière. Le constat, il est assez simple, c'est qu'en fait, un parcours de rénovation pour un ménage ou pour un investisseur, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué à la fois techniquement
C'est pas facilement compréhensible. Il y a un certain nombre d'acteurs à contacter, à articuler les actions de l'ensemble de ces acteurs. Et financièrement, ce n'est pas simple non plus. Donc, on a un certain nombre d'actions. On favorise par exemple le groupement d'entreprises qui permettent de proposer aux investisseurs ou aux ménages des parcours de A à Z. On a aussi des actions pour développer des opérateurs ensembliers de la rénovation. Donc, ce sont des acteurs qui sont capables de proposer des offres complètes de rénovation qui intègrent à la fois la conception du projet, les travaux de rénovation, le financement et qui vont jusqu'à la garantie de performance. Donc voilà, à l'ADEME, on travaille plutôt sur ces aspects-là. On a aussi tout un volet de notre action qui est sur l'expertise autour de la rénovation énergétique. Donc on va mener des études pour après identifier, vous parliez de bonnes pratiques autour de la rénovation. Donc identifier ces bonnes pratiques et après les porter auprès des acteurs de la filière, des acteurs institutionnels et aussi du grand public. Alors finalement, vous êtes un véritable soutien, j'allais dire pédagogique, mais également technique, d'accompagner la chaîne de valeur, la filière métier du bâti. Tout à fait. Merci. Donc à la fois... Oui, pardon, allez-y. Non, c'est très bien. Merci Étienne, mais restez avec nous si vous voulez bien, et merci encore une fois d'avoir accepté d'y participer. C'est important que vous, l'ADEME, vous puissiez effectivement irriguer, qu'on vous connaisse mieux également, puisque bien souvent on ne sait pas forcément dans sa totalité quels sont les services que vous pouvez proposer à la filière. Justement, je vais vous poser la question à vous, Bruno Tudal. Quel impact concret l'humidité a-t-elle de manière très prosaïque encore une fois, a-t-elle sur la qualité de l'air intérieur ? Alors ça a deux impacts majeurs. Le premier, c'est bien sûr la prolifération de moisissures et d'acariens, qui sont quand même la première cause d'allergie en France, et notamment chez les enfants. On sait qu'un taux d'humidité élevé, supérieur à 60%, ça va favoriser le développement de ces micro-organismes qui sont allergènes. Et en fait, ça va provoquer ou aggraver des troubles respiratoires, notamment l'asthme, les rhinites ou les bronchites. On sait que la qualité de l'air intérieur, ça cause des décès, on dit des décès prématurés de 20 000 personnes par an en France, ce qui est quand même assez énorme. Mais c'est hallucinant, Bruno. Il y a à peu près 4 à 5 000 morts sur la route chaque année en France. Et on dit que c'est un fléau national, sur lequel on a créé une délégation interministérielle d'action, dotée de budget. Là, on a 20 000 morts, soit 4 fois plus, et personne ne le sait, quoi. Oui. Et je ne cesserai, pardonnez-moi, je vous ai déjà posé la question lors des derniers numéros, mais comment on peut l'expliquer, ça ? Cette incohérence qui fait que le grand public, même parfois les élus, l'exécutif, méconnaissent cette problématique. Alors moi, ce que je vois depuis 10 ans que je suis dans ce domaine-là, c'est que, en fait, la problématique, contrairement justement aux accidents de la route, c'est que c'est pas immédiat. Un accident de la route, vous avez un accident, vous allez à l'hôpital, si vous êtes mort, c'est immédiat. Alors que là, en fait, les pathologies peuvent arriver des années, voire 10 ou 20 ans après. Donc, c'est ça, en fait, qui est très compliqué, c'est d'arriver à faire le lien direct entre la qualité de l'air intérieur et la pathologie. Et voilà. Mais l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a établi le lien de causalité. Bien sûr. Elle a établi ce lien de causalité. Donc finalement, ce que vous nous décrivez, effectivement, il y a le côté émotionnel de l'impact sur un accident de la route qui est violent et qui est immédiat, vous avez raison de le dire. Et dans ce que vous venez de décrire, moi, ça me fait penser à un mot, c'est un poison lent. Tout à fait. Un métabolisme lent et un poison lent qui empoisonne au fur et à mesure des années et qui finit dramatiquement. Tout à fait. Et donc, on sait que plus on est exposé aux moisissures et plus on va avoir de risques d'être malade. Si on est exposé un petit peu, on va pas forcément devenir malade. Par contre, si on est sensible et qu'on est exposé longtemps, on va finir par devenir malade. Et avec le temps, on sait que la moisissure va dégrader le bâtiment et ça peut finir par libérer des poussières en dégradant les matériaux qui vont aussi causer des... Alors juste problèmes. Bruno, je profite de votre présence. Quand on parle de moisissure apparente, elle se forme comment ? Au contact de l'air ? Il y a des aspérités qui remontent et des remontées capillaires. Comment ça se passe ? Alors, comme l'a un peu évoqué Emmanuel, hein, c'est ça peut être différents problèmes. C'est vrai qu'on a majoritairement, je pense, des problèmes de condensation parce que
la vapeur d'eau qui est produite par les activités des occupants n'est pas évacuée lorsqu'il y a un renouvellement d'air qui est insuffisant. Mais on a aussi parfois des remontées capillaires, des problèmes vraiment structurels qui sont beaucoup plus importants et difficiles à résoudre, que ce soit pour des locataires ou des propriétaires, même propriétaires occupants. Ça cause des vrais sujets financiers. Édouard David nous parlait tout à l'heure dans l'introduction de contagiosité. Moi, c'est la première fois que j'entends. Contagiosité du bâtiment. Ça, c'est assez prégnant comme terme. En tant que conseiller du programme Maison Saine, conseiller scientifique du programme Maison Saine, vous validez l'idée que justement, il y a une contagiosité potentielle et qu'il faut s'attacher à guérir la cause? Oui, alors évidemment, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas parler de contagiosité, mais par contre, la métaphore est assez juste, c'est-à-dire que, moi je dis souvent, on ne peut pas vivre en bonne santé dans un logement qui est malade, et en particulier dans une chambre où la qualité de l'air est mauvaise. Et on voit bien que si on constate des désordres dans le bâtiment et en particulier, je le dis souvent parce que c'est là où on passe beaucoup de temps dans la chambre, les occupants vont forcément avoir des pathologies. On a certains cas particuliers, notamment avec l'aspergillose. On avait, alors, qu'est-ce que c'est que l'aspergillose? L'aspergillose, donc c'est une maladie infectieuse liée à la prolifération de moisissures de type aspergillus dans les voies respiratoires, les bronches et les poumons. Et alors il y a plusieurs. C'est quoi? C'est une bactérie? C'est un champignon? Non, c'est un champignon, microscopique. Et donc en général c'est Aspergillus fumigatus, qui est vraiment aujourd'hui clairement une cible médicale identifiée, parce que on a du mal à la traiter une fois qu'elle s'est installée. Elle devient résistante aux antifongiques, aux antibiotiques. Et voilà, on a déjà reçu Marine Leblanc, qui nous accompagne sur ce programme et qui a été greffée des poumons à cause d'une aspergillose. Moi, je suis en ce moment confronté aussi à un autre cas dans le Gers, assez compliqué à cause de ce problème-là. Donc, une fois que c'est là, en fait, c'est très difficile de résoudre le problème, à la fois pour le bâtiment et pour les occupants. Bien sûr. Merci Bruno Alors, c'est vrai que ça peut plomber un peu l'ambiance, les amis, quand on parle de ces sujets, mais c'est tellement important. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire, à réagir sur ces sujets, qu'on voit que ça touche tout le monde. Et ça touche des personnes faibles, les enfants et notamment les personnes âgées. Ça génère également des maladies cardio-respiratoires parce que mal respirer, c'est mal irrigué, c'est effectivement une chaîne. Pierre Creveillet, vous êtes membre de l'Association française de la ventilation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et ça c'est incroyable, pourquoi la ventilation est un pilier négligé de la rénovation? Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, et j'aime bien citer l'ADEME, en fait, qui a regardé cette problématique de près. Dans une étude sur la rénovation des logements de 2018, l'étude Trémy, elle dit clairement que les ménages ont le réflexe de commencer par l'isolation quand ils font de la rénovation, mais très souvent, ils oublient la ventilation. Et donc, c'est un vrai problème. L'ADEME dit aussi qu'elle a établi une liste des différents travaux qui sont faits, et la ventilation n'apparaît pas dans le top 10 des travaux réalisés, alors que l'ADEME dit qu'à chaque fois qu'on change les fenêtres ou qu'on renforce l'isolation, c'est un poste qui devrait être systématiquement embarqué. Alors, pourquoi il y a cette méconnaissance, Pierre? Est-ce que c'est lié à un manque de compétences? Est-ce que, par exemple, les AMO, assistants à la maîtrise d'ouvrage, ou les maîtres d'œuvre directement, méconnaissent la technique? Est-ce que dans les techniques de rénovation ou de régénération urbaine qui se développent de plus en plus dans les villes, à cause notamment des notes énergétiques, des consommations, comment on peut expliquer, vous qui êtes en rapport avec la chaîne de valeur au quotidien, parce que vous représentez aussi les industriels de la ventilation, pourquoi ce pont n'a pas été créé entre les deux suffisamment? Et je vais vous donner un exemple très basique d'un usager, moi en particulier. J'ai toujours cru que pour moi, la ventilation se limitait à la cuisine et à la salle de bain.
Et quand j'ai travaillé sur le projet de rénovation de ma maison, on m'a dit, mais attendez, pas du tout. Il faut que vous travailliez la ventilation sur l'ensemble de la structure de votre bâti, là où vous vivez. Et un lieu que j'avais parfaitement oublié, qui était calfeutré, c'est ma chambre à coucher. Et je dormais mal. Et depuis que j'ai amélioré cela, aujourd'hui j'ai un sommeil, c'est le sommeil du juste, mais je peux vous dire que les effets sont incroyables. Justement. Alors, vous acquiescez bien sûr, Bruno, puisque c'est votre quotidien. Pierre, pourquoi ce pont n'est pas encore vraiment bien établi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a certainement un problème de pédagogie. On n'en fait pas encore assez. On a besoin d'informer les différentes parties prenantes de la valeur ajoutée de la ventilation mécanique, parce que on parle d'humidité, mais en fait, le rôle principal de la ventilation va permettre de garder la plage d'humidité entre à peu près 25, 30 et 70%, qui est la plage adéquate pour une humidité relative dans un bâtiment. Il ne faut pas que ça soit trop sec, sinon ça aussi engendre des problèmes de santé. Et évidemment, à partir du moment où la concentration est trop importante, eh bien, on a les problèmes de moisissure qui se développent. Donc la ventilation permet de garder ça dans la bonne plage. On a aussi certainement un problème de soutien en fait dans les projets de rénovation énergétique à la ventilation. On constate que dans les C2E, c'est uniquement 0,53% des certificats d'économie d'énergie qui sont délivrés pour les ménages précaires. On voit que dans MaPrimeRénov', en monogeste, c'est seulement 1% des dossiers qui sont déposés. Donc on voit bien que sur l'aide à la mise en œuvre de la ventilation, on est très très loin du compte. Il y a aussi un autre aspect, je pense, qui est très important à prendre en compte, c'est qu'on a aussi un cadre réglementaire aujourd'hui, la réglementation thermique dans l'existant, qui traite très mal cette problématique de la ventilation. On a vraiment un trou dans la raquette sur cette réglementation thermique dans l'existant, et on a besoin d'avoir une modification de cette réglementation pour que on traite plus systématiquement la ventilation dans les projets de rénovation, parce que dans le Code de la construction et de l'habitation, on a un article qui demande cela, mais on a besoin de le traduire ensuite dans des textes de mise en œuvre, tels que la réglementation thermique dans l'existant. Et d'ailleurs, ça a été le cas, puisque le calendrier contraint de rénovation énergétique qui fixe un cap avec cette idée qu'en 2050, on atteigne une neutralité carbone. Il faut quand même bien noter que le bâtiment est le deuxième émetteur de carbone, et donc dans l'émission de carbone, qui est donc de favoriser les économies d'énergie, il y a un aspect que je trouve extrêmement salutaire, qu'on développe de plus en plus, et les médias devraient y aller de plus en plus, c'est l'intégration de la notion de santé. Dans le bâtiment, je pense que c'est important. Manuel, pas de rénovation sans ventilation. Mais de votre côté, vous avez quelque chose à ajouter, me semble-t-il. Oui, ce qu'il faut déjà dire, c'est que effectivement, il faut une ventilation qui soit adaptée, au bâtiment, parce que chaque bâtiment est différent, chaque rénovation est différente, donc il faut vraiment que la ventilation déjà elle soit adaptée à la rénovation qu'on va mettre en place. Et puis après, il faut prendre le bon médicament, je dirais, pour la bonne maladie, parce que parfois on a des signes, là on a parlé des signes qui étaient visibles, moisissure, et autres problématiques visibles sur les revêtements, d'accord ? Mais on a plein de signes aussi qui sont invisibles. Et ces signes qui sont invisibles, que ce soit à la conception, au démarrage des travaux, on ne peut pas le savoir qu'on a ces problèmes, puisqu'on ne les voit pas. Et oui, bien sûr. Voilà, donc c'est des problèmes qui peuvent être accentués par la rénovation, d'accord ? Et ce que je peux dire aussi, c'est que du coup, ce qu'il faut faire impérativement, c'est détecter l'humidité, c'est-à-dire diagnostiquer, expertiser la maison. En fait, plus on va en amont, vous êtes finalement le docteur House. J'ai pas pensé, House. Non, mais quelque part, ce qu'on peut dire, parce que d'ailleurs, il me semble que vous, chez Murprotec, vous faites des diagnostics gratuits, d'ailleurs, en plus, vous le proposez aux gens. C'est vrai, je vous l'assure, c'est gratuit. Et donc, ça permet d'avoir un diagnostic, de poser le diagnostic. Même s'il n'y a rien, ça vaut le coup de faire le diag. Bien sûr, puisqu'en fait, c'est un diagnostic. Comme d'aller chez son médecin généraliste pour faire un bilan de santé. Exactement, voilà, c'est un diagnostic effectivement d'une valeur de 350 € TTC qui est offert auprès des particuliers. Et donc ce diagnostic va permettre à la personne d'avoir un état des lieux complet de sa maison avant travaux sur les pathologies évolutives d'humidité, qu'elles soient structurelles, infiltration et problèmes. Les clients, quand ils vous contactent quand les problèmes sont déjà là. La plupart du temps, ils nous contactent effectivement quand une problématique elle est visible, mais au-delà de ça, ils nous contactent la plupart du temps bien des années après,
en ayant testé un tas de solutions plus ou moins efficaces. Bien sûr. Il faut rappeler, parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, que détecter par exemple les fuites d'eau peuvent aussi être un facteur aggravant et générer des situations pathologiques sur le bâtiment, et donc forcément qui ont une interaction négative sur la santé. Dernier point, et je voudrais vous donner la parole à tous et avoir votre avis chacun. Je vais commencer par vous, Étienne Marx. À l'ADEME, est-ce que l'humidité est aujourd'hui un levier de décote, de valeur, j'entends, ou au contraire un argument de valorisation si elle est bien maîtrisée? Au-delà de l'humidité, je pense que c'est vraiment l'aspect d'avoir un logement sain qui va permettre de valoriser un bien. Du coup, sain, pour moi, j'entends quelque chose qui est plus large que l'humidité. On a la question de la qualité de l'air intérieur qui a été abordée, la question du confort aussi dans le logement. Donc effectivement, si on a un logement qui a été rénové de manière efficace, qui permet d'atteindre ces notions de logement sain, c'est quelque chose qui va être valorisé. D'un point de vue déjà, si on prend le DPE du logement, ça va être valorisé sur une étiquette qui va être assez performante. Et au-delà de ça, c'est vrai que de ne pas avoir de problème d'humidité, forcément, on va avoir un bien qui va avoir une valeur immobilière un peu plus importante. Toutes les informations, d'ailleurs, Étienne, sont on peut les consulter facilement sur le site de l'ADEME. Pour le DPE, effectivement, on est en charge de recueillir l'ensemble des diagnostics de performance énergétique. Donc, il y a un observatoire DPE qui est accessible et vous pouvez consulter l'ensemble des diagnostics et même avoir des statistiques. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir que le diagnostiqueur est à jour et qu'il est bien formé, qu'il dépose ses DPE, c'est l'ADEME qu'il faut, ou sur lesquels vous pouvez aller. D'ailleurs, je crois que l'arrêté du 26 juillet 2025 oblige maintenant les diagnostiqueurs à présenter un QR code, me semble-t-il. Ça va se mettre en place. Et d'ailleurs, on va certainement en parler, bien évidemment, sur l'antenne de Radio Imo. Merci, Étienne Marx. Bruno Tudal, alors vous, avec l'angle conseiller médical en environnement intérieur, bien sûr, mais bien évidemment, l'humidité, c'est un levier qui est de décote et qui peuvent être améliorés si les travaux sont faits et sont réalisés. Votre avis sur cette question? Oui, bien sûr, et tout simplement, moi je suis de plus en plus appelé sur de l'expertise judiciaire pour ces problèmes-là, pour des problèmes d'infiltration par le toit notamment, où on se retourne contre les entreprises qui ont fait les travaux, on se retourne contre l'ancien propriétaire, et quelle que soit la situation, on se rend bien compte que ça crée des litiges de plus en plus. Et forcément, si vous vendez à quelqu'un qui se retourne contre vous, ou si vous louez à quelqu'un qui se retourne contre vous ou qui s'en va, dans tous les cas, c'est pas dans votre intérêt. Donc, c'est très clair. C'est très clair. Merci Bruno. Pierre Creveillet, votre avis? Alors, la valeur patrimoniale, c'est évidemment la qualité de l'air intérieur et le logement sain. C'est aussi un logement qui va permettre aux occupants de faire des économies d'énergie. Et donc ce point, il est très complémentaire. On sait que aujourd'hui, on a évalué qu'un système de ventilation mécanique par rapport à un logement qui n'en est pas équipé, ça permet une économie d'énergie entre 15 et 26%, en fait, selon la configuration du logement. Pas neutre. Et ce que l'on a vu aussi, c'est qu'on a un parc de logements aujourd'hui en France où on a à peu près 75% des logements qui ne sont pas équipés de systèmes performants. Donc on a une marge de progression qui est réelle. Et quand on regarde à l'échelle du parc ce qu'on pourrait obtenir comme économie d'énergie, on a évalué en se fondant sur les méthodologies des pouvoirs publics, notamment des fiches C2E, qu'on a à peu près 41 TWh à économiser chaque année. Et donc ça se traduit par, vous parliez de décarbonation tout à l'heure, c'est une réduction des émissions de carbone de 6,9 millions de tonnes CO2 équivalent par an. Et pour les personnes, pour les occupants des bâtiments, c'est à peu près 6 milliards d'euros d'économies qui peuvent être faites sur leur facture. Donc c'est tout ça pour moi, la valeur patrimoniale, l'humidité, la qualité d'air intérieur, et également la dimension énergétique qui est importante. C'est extrêmement précis. Merci de ces informations extrêmement précises. Manuel Wojciechowski, votre avis? Moi, je rejoins un petit peu ce que disait Bruno, puisque je suis régulièrement sur le terrain depuis bientôt 9 ans. Et depuis quelques années, je ressens une très forte progression de ces problématiques. Je ressens aussi des problématiques qui sont de plus en plus graves, avec des problèmes d'isolation, de mauvaise rénovation, de surisolation, des problèmes de ventilation.
Voilà. Donc déjà, cette émission, elle est hyper importante parce que ça nous permet justement de sensibiliser les gens. Et vous savez, j'ai été marqué, Sylvain, au fer rouge, il y a quelques mois de ça, par des gens. Hein, c'est une petite anecdote que je vous donne, mais rien que d'en parler, j'ai un peu des frissons parce que c'est des gens qui avaient mis toutes leurs économies dans une maison en rénovation. C'était la maison des grands-parents qu'ils ont rachetée, à Strasbourg, en Alsace, et ils ont gardé que les 4 murs. Voilà, et le sous-sol. Et ils l'ont entièrement refaite, qu'avec des professionnels du bâtiment. Moi, je suis arrivé quelques mois dans cette petite famille après qu'ils soient rentrés dans la maison et tout commençait à jaunir de partout. Donc, il y avait des taches jaunes sur les plâtres intérieurs parce que c'était des murs très épais. Donc, il y avait une isolation extérieure et un plâtre intérieur. Tout commençait à jaunir. Il y avait des moisissures. Il y avait des pathologies d'enfants qui étaient atteints d'asthme déjà avant. Mais du coup, depuis qu'ils étaient dans la maison, ça a augmenté. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Parce que je suis arrivé presque trop tard déjà. Je sais que les coûts des travaux vont être faramineux, je sais qu'il y a des choses qu'ils vont devoir refaire, donc je suis dans un cas qui est dramatique. Donc moi, ce que je veux vous dire comme message fort, si je peux me permettre, d'accord, c'est de dire, n'attendez pas qu'il soit trop tard, hein, faites un diagnostic avant de faire vos travaux pour que vous ayez tous les tenants et les aboutissants pour faire ce qu'il faut. Et ça vous permettra de respirer un air sain dans une maison saine. Absolument, merci. Il n'y a rien à ajouter sur ce que vous dites, parlez d'or là-dessus. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau. À vous, Manuel Wojciechowski. Je rappelle que vous êtes responsable de la Murprotec Academy et surtout expert, et vous formez les collaborateurs justement à agir pour le bien de tous. Bruno Tudal, merci, conseiller médical en environnement intérieur et conseiller scientifique de Maison Saine. J'aime beaucoup quand vous venez sur le plateau parce que vous nous donnez toujours un regard très prosaïque, mais en même temps avec de vraies résolutions. Un immense merci de vous avoir reçu, une première pour vous, Pierre Truveillé. Revenez, surtout, c'est important. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association française de ventilation. On devrait beaucoup plus vous écouter, Pierre. Et donc, j'en prends l'engagement au titre de la rédaction. Je me permettrai de vous solliciter souvent, justement, sur cette expertise. On ne vous écoute pas assez et on va réparer cette injustice. Un immense merci également à Étienne Marx qui est avec nous à distance. Merci Étienne, ingénieur bâtiment à l'ADEME qui a un rôle crucial. Allez sur le site internet justement pour voir un peu l'alpha et l'oméga des bonnes pratiques, puisque avant tout, on l'a dit d'ailleurs, c'est aussi une des notions, l'éducation qui fera la différence. On va entamer notre deuxième partie d'émission avec les relations bailleurs-locataires. L'humidité est un sujet de conflit. Pourquoi et comment l'éviter ? C'est tout de suite après ça. Merci messieurs. Eh bien les amis, Maison Saine, 3e édition, vous êtes toujours avec nous sur le plateau pour cette deuxième partie d'émission. On vous avait promis un casting de très haut niveau, en tout cas des personnes qui vont nous donner toutes les informations. On a intitulé cette table ronde, deuxième partie, Relations bailleurs, locataires, je sais, oui, ça grince parfois, on va en parler. Et l'humidité est un sujet de conflit. Pourquoi et comment l'éviter ? Puisqu'on va mettre le focus effectivement sur la problématique, mais on a un postulat définitivement avec une vraie résolution des conflits et de vous donner les solutions pour pouvoir régler ces problèmes. On interrogera pour cela le président, le passe-président de l'UNIS Grand Paris qui était avec nous, président de Cali SR, membre du CNTGI, un grand expert de l'immobilier, toute la chaîne de valeur de l'immobilier, la transaction, le syndic et l'administration de biens. C'est Olivier Safar qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir sur le plateau. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup chez vous, vous le savez Olivier, parce que vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir régulièrement sur notre plateau, c'est votre expertise quasiment scientifique de votre métier et ça nous fait beaucoup de bien. Également avec nous, celui qui représente les propriétaires dans notre pays, très attachés aux droits de propriété, liberté, égalité, propriété, avant que ça devienne fraternité. C'était en 1789. C'est Sylvain Gratalou qui est avec nous et qui dirige l'Union nationale des propriétaires immobiliers, une dame extrêmement jeune puisqu'elle a 130 ans. Absolument. Bonjour Sylvain. Merci Sylvain. Voilà, Sylvain et Sylvain. Mais c'est parfait. Voilà, il manque plus que Sylvette. Vous savez, quand on était enfant, cette bande dessinée qui s'appelait Sylvain et Sylvette, voilà, qu'on a connue. Voilà, merci d'être avec nous, Sylvain Gratalou. Et en plus, on a un point commun. Vous et moi, c'est que nous sommes lyonnais, voilà, tout simplement. Elle est avec nous également sur le plateau. C'est Joséphine Duvignac. Bonjour Sylvain. Bonjour Joséphine.
Alors moi je suis responsable de l'entreprise Aquadetect, spécialiste en recherche de fuites d'eau non destructives avec des technologies de pointe. Voilà, en plus c'est effectivement un sujet majeur puisque les détections de fuite dans le bâti ancien, c'est quasiment le quotidien Totalement, des professionnels de l'immobilier. Vous étiez très avisé de créer cette entreprise. En tout cas, merci d'être avec nous, Joséphine. Il est resté avec nous sur cette deuxième partie. Il est le responsable du pôle d'engagement sociétal Murprotec France. Il anime également une chronique hebdomadaire dans Parlons Immo tous les samedis de 12h à 13h. Édouard David, merci d'être resté avec nous. Avec plaisir, Sylvain. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Sylvain Grattalou, pourquoi l'humidité est devenue, finalement, quand on interroge les situations, un sujet central de litige entre les bailleurs et les locataires? Alors, l'humidité est un sujet central, mais il y a plein d'autres sujets aujourd'hui, parce que les relations entre les bailleurs et les locataires sont un peu compliquées, comme les relations qu'il peut y avoir entre les citoyens, d'une façon globale. C'est devenu un sujet central parce qu'il y a plusieurs paramètres. D'abord, les bâtiments vieillissent, comme les propriétaires d'ailleurs qui vieillissent. C'est un ensemble, et probablement que le mode de vie aujourd'hui des occupants, qu'ils soient locataires ou tout simplement un propriétaire occupant, a changé. Et qu'il y a peut-être une inadéquation entre la manière de vivre dans ces bâtiments et puis la structuration même du bâtiment. Donc effectivement, on peut avoir peut-être effectivement un décalage entre les deux, ce qui explique que l'humidité, que tous ces aspects-là posent une difficulté plus contemporaine, en tout cas plus importante qu'elle ne l'était autrefois. Et puis aussi, ce que l'on pouvait peut-être accepter il y a quelques années n'est plus accepté. Et d'ailleurs, la loi évolue, la loi change, on a le décret de 2002, et avant cela, le logement qu'aujourd'hui doit être décent repose sur des caractéristiques qui, aujourd'hui, ne peuvent plus être, retenues par un propriétaire bailleur. Avant, on pouvait peut-être accepter que le bien ne soit pas tout à fait configuré de telle ou telle manière. Ça faisait partie de la vie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant. Et cette exigence va s'imposer à des bâtiments qui, eux, ne sont pas forcément adaptés pour répondre aux exigences légales. Merci pour cette précision. Même question, Olivier Safar. Justement, pourquoi justement l'humidité, elle est au cœur? Alors là, pour le coup, vous êtes hyper bien placé. Parce que vous êtes syndic, administrateur de biens. Oui, elle est au cœur de toutes les relations, que ce soit entre le propriétaire bailleur et son locataire, ou entre le syndic et les copropriétaires et leurs locataires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté que nous avons, qui est effectivement ces fuites d'eau, cette humidité dans les immeubles, ces murs qui effectivement commencent à se déliter, à jaunir, à faire des moisissures. Et aujourd'hui, c'est une de nos difficultés prioritaires. Pourquoi ? Parce que les copropriétaires ne vivent plus de la même façon, c'est une première chose. Deuxième chose, on a une évolution importante sur les bâtiments. C'est ce qu'on appelle la rénovation énergétique. Et je veux revenir dessus parce que quand on fait une rénovation énergétique, on part en disant on va améliorer les choses, on va améliorer notre confort d'hiver, on va améliorer notre confort d'été, on va diminuer le coût du chauffage, mais on oublie une chose très importante, c'est que quand on fait une rénovation et quand on double les murs, il faut majorer la partie ventilation. Pourquoi ? Parce que si vous ne ventilez plus votre appartement, vous allez vous retrouver effectivement avec des moisissures, avec des problèmes de jaunissement de la peinture, de décollement, et vous avez en plus, et bien évidemment, notre obsolescence de toutes nos canalisations dans les immeubles. Les immeubles n'ont pas tous 10 ans, ils ont pour certains 100, 150 ans, voire 300 ans, et bien évidemment, les canalisations au fur et à mesure se changent, et vous allez avoir des fuites d'eau, des infiltrations, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur, et on a la même chose sur nos problèmes de dégâts des eaux extérieurs qui rentrent à l'intérieur des appartements parce que c'est la descente pluviale qui fuit, qui n'est pas en bon état et qui va mouiller la totalité du mur. Si vous commencez à l'isoler en étant effectivement disant il y a l'humidité, c'est pas grave, on va capturer l'humidité entre les deux et c'est pire que tout. C'est très clair. Édouard, dans quelle mesure l'expertise hydrométrique du bâtiment dont vous parliez en introduction, dont on parlait tout à l'heure, pourrait éviter les conflits justement? Tout simplement, aujourd'hui, les conflits cessent à partir du moment où on sait si le problème il est d'origine structurelle ou s'il est d'origine comportementale. Donc c'est pour ça que le diagnostic humidité aujourd'hui de Murprotec permet justement de savoir d'où est-ce que ça vient, d'où vient le problème. Et ça permet
d'éviter les tensions aujourd'hui, puisque ça on l'observe au quotidien, on voit ces tensions qu'il existe entre justement propriétaires et locataires. Et donc ce diagnostic permet à un moment donné de limiter et de justement trouver des réponses au travers de cette expertise, de ces expertises qui sont menées. Et sur des bâtiments plus importants, je pense notamment aux logements collectifs, aux bâtiments publics, aux hôtels, vous voyez. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est cette prévention humidité. Vous savez, cette visite de contrôle annuelle qui permettrait à un moment donné d'intervenir en amont et justement de limiter ces tensions qui pourraient exister par la suite lorsqu'on laisse courir les problèmes entre justement propriétaires et locataires. Bien sûr, mais justement, l'humidité parfois n'est pas structurelle, elle est ni due à l'occupant, mais parfois un incident comme par exemple une fuite. Ben justement, j'ai une spécialiste sur le plateau, Joséphine Duvignac, vous qui êtes en charge de ce service, la détection des fuites. Quand et comment, à quel moment vous intervenez? Il suffit de nous le demander sur le site de aquadetect.com. On est aussi sur Google Maps sur toute l'île de France. En fait, nous, on intervient avec des technologies de pointe non destructives, par exemple des caméras endoscopiques, du gaz traceur, du colorant de traçage. Attendez que je comprenne. Caméra endoscopique. Alors, c'est comme si vous alliez faire une coloscopie, mais là, c'est pour vos tuyaux de l'immeuble. Ça lui fait peur, ça. Il fallait pas le dire. Comme chez son médecin, il faut... Ça me plaît beaucoup. Donc, en gros, c'est pour vraiment vérifier l'étanchéité du bâtiment. Voilà. Donc, contrôler l'étanchéité de vos canalisations, de vos évacuations, toiture plate, la caméra, terrasse. elle rentre à l'intérieur du mur? Non, du tuyau. Non, du tuyau. Alors, par contre, on a aussi des caméras de plus petit diamètre pour accéder à des zones inaccessibles. Par exemple, on fait un petit trou dans le mur, mais ça n'arrive quasiment jamais. C'est surtout pour inspecter les tuyaux. Et donc, on va intervenir en prévention pour garantir la structure du bien. Par exemple, entre deux locataires ou avant l'achat d'un bien, on peut très bien faire un diagnostic de l'état de vos canalisations ou un tracé des canalisations. Avant et pendant les travaux, on peut également sécuriser le bâti, vérifier que le travail est fait correctement. Aujourd'hui, on arrive chez des locataires, l'installation de plomberie n'est pas correctement faite, c'est pas réglementaire. Pareil, on voit des patchwork sur les toitures des bâtiments. Ça, à terme, en fait, ça fait des fuites, des infiltrations. Ensuite, on intervient aussi dès les premiers signes d'humidité, moisissure, odeur, on en parlait des taches. Et là, en fait, c'est des gros indices de fuite ou d'infiltration également. Et justement, on parlait de litige, on intervient bien sûr là-dessus pour lever le doute, comprendre si c'est comportemental, si c'est structurel, si c'est l'entretien courant ou bien une grosse infiltration qui vient d'un trou dans la toiture. Donc nos technologies permettent de faire cela et on fournit un rapport précis réalisé par un ingénieur qui est en fait un état des lieux quand on arrive sur place, photo légendée de la procédure, les technologies utilisées et la conclusion sur l'origine de la fuite et les recommandations pour y mettre fin. Qui vous sollicite ? Les copropriétés, les gestionnaires de syndic, les particuliers directement parce que la rassurance leur envoie personne. Est-ce que les compagnies d'assurance également vous sollicitent pour identifier les liens de convivialité et notamment la responsabilité? Exactement. Je veux dire un truc tout basique, là, le voisin qui prend son bain et qui n'a pas fait gaffe que la baignoire a un trou, parce que moi ça aussi ça m'est arrivé, ça est arrivé à tout le monde, et d'un coup on se retrouve dans le salon avec une fuite d'eau pas possible, et on se dit mais d'où ça vient quoi? Totalement. Nous on intervient beaucoup sur les problèmes entre voisins, sur les problèmes une fuite sur l'alimentation, ça c'est plutôt le particulier, sur les problèmes de chauffage, les litiges entre propriétaires et locataires également. Est-ce que c'est l'extérieur qui est plutôt en général de la responsabilité du bailleur ou l'intérieur, Nous, le but, c'est vraiment de comprendre d'où ça vient, ce dégât des eaux, et de donner la conclusion et les recommandations pour aider les gens. Il y a une vraie conjonction de vos actions simultanées avec Murprotec. Exactement. Donc, vous voyez, avec le diagnostic humidité Murprotec, mais aussi avec la détection de fuite d'Aquadetect aujourd'hui, on est en mesure d'éclairer l'ensemble des bailleurs sur l'origine exacte du problème et justement d'éviter ces tensions qui peuvent apparaître par la suite. Alors, Sylvain Grattalou, est-ce que, si je peux me permettre de mettre les pieds dans le plat, je sais qu'avec vous, on peut mettre les pieds dans le plat, ou on peut mettre de quenelles, des andouillettes de chez Bobos, par exemple, qui existent encore à Lyon. Bien sûr. Extraordinaire, qu'on mangeait à la Mervité à Lyon. Voilà. Je crois qu'on a même un connaisseur qui nous écoute à distance, dont les initiales, c'est P et B. Voilà. Je voulais vous poser la question, est-ce que les propriétaires, objectivement, sont sensibles à cela ?
Est-ce que vous y remédiez ou est-ce que aussi vous, en tant que président de l'ANPI, vous faites de la pédagogie au quotidien auprès de vos adhérents pour les inciter à améliorer cet état de fait? Parce qu'apparemment, quand on prend la typologie des fuites d'eau, dont Aquadetec d'ailleurs vient toujours à la rescousse, mais également les diagnostics sur l'humidité sur lesquels Murprotec intervient en logement collectif, mais aussi en logement individuel, est-ce qu'ils ont pris la bonne mesure du phénomène qui est apparemment un véritable fléau? Oui, les propriétaires bailleurs sont très très sensibles à cela. Pour une raison très simple, c'est qu'un bien qui souffre d'humidité est un bien qui se dégrade, et un bien qui se dégrade est un bien qui se dévalorise. Donc, d'un point de vue tout à fait, individualiste, ils ont tout intérêt à faire en sorte que le bien soit de qualité et soit maintenu. Ce que vous dites est terriblement efficace. Donc, ça, c'est une première chose. Il faut quand même savoir que les propriétaires se sont privés durant un certain nombre d'années pour pouvoir rembourser un crédit et pour acquérir un bien. Il n'est pas question que celui-ci soit dégradé. Donc, ils sont très, très sensibles à cela. Et puis, là, à l'UNPI, on en rajoute une couche, tout simplement parce que, comme vous le savez, la propriété et les propriétaires aujourd'hui ne sont pas dans l'air du temps, bien au contraire, et qu'on les taxe de tous les maux, et qu'il faut montrer qu'ils sont exemplaires, que ce sont des vrais citoyens qui sont là pour valoriser un patrimoine, pour l'entretenir et le mettre à disposition de 70% des Français. 70% des locataires sont dans le parc privé. Donc on les loge. Donc il y a un rôle social ou sociétal, selon certains, qui est extrêmement important. Un rôle évidemment environnemental, à travers la rénovation énergétique, mais aussi à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est la première chose, c'est délivrer un logement qui soit décent, c'est-à-dire qui soit impeccable. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi peut-être que le locataire à l'intérieur ait conscience de cela. C'est-à-dire que, effectivement, quand on prend une douche et qu'on s'aperçoit que le joint commence un petit peu à se fissurer, c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Mais l'eau qui s'infiltre, c'est terrible. On ne le voit pas et l'eau va partout. Et quand c'est ensuite sous des, je sais plus le terme technique, quand ça se met entre le mur et la baignoire, c'est le coffre, non, qu'on appelle ça? Le bac de douche. Ouais, le bac de douche ou le. Oui, sous le coffrage. Le coffrage, voilà. On ne le voit pas parce que évidemment, le locataire ne va pas ouvrir la trappe régulièrement pour voir ce qu'il en est. Et le temps fait son travail et l'eau surtout fait son travail. Et à un moment donné, le voisin commence à se manifester où il y a des odeurs étranges, des odeurs d'humidité et puis une atmosphère qui n'est pas agréable. Le joint, c'est à la charge du locataire. Il doit entretenir le logement. Absolument. Conformément à ce qui est fait. Très important. Alors, il n'est pas question de considérer que tous les locataires sont malveillants. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je crois qu'ils n'ont pas bien pris la mesure aussi du rôle qu'ils ont et des devoirs qu'ils ont au sein d'un bien qui ne leur appartient pas. Donc, refaire les joints fait partie de leurs obligations. Il faut aussi ouvrir les fenêtres. Il faut faire en sorte qu'il y ait une aération qui puisse permettre d'éviter cette humidité ou l'accumulation d'humidité. Il faut changer. Il faut prendre conscience qu'on ne vit pas chez soi quand on est locataire, qu'on vit chez quelqu'un et que, certes, on a domicilié sa vie dans cet immeuble-là ou dans cet appartement, mais n'empêche qu'on doit le rendre dans l'état où il se trouve. Mais le bailleur, lui, doit remettre un logement qui soit parfait. Alors, à l'UNPI, moi, je suis assez sensible à ce que l'on puisse mettre en place une visite annuelle. Je trouve que ce serait bien que le bailleur puisse, une fois par an, rencontrer son locataire, mais de façon tout à fait informelle, mais qui permet de faire un peu le point sur la vie du locataire dans un bien dont il n'est pas propriétaire. Je trouve ça génial. Et arriver à trouver... D'abord, ça crée du lien, et ça permet aussi peut-être de faire un peu un état des lieux, qui n'est pas l'état des lieux de sortie. Mais quand on attend l'état des lieux de sortie, là, le locataire est surpris qu'il y ait des imputations sur le dépôt de garantie parce que les joints sont jaunes au lieu d'être blancs. Bah oui, il faut aussi nettoyer ces joints, il faut aussi les refaire. La ventilation, elle est toujours en haut, mais n'empêche qu'il y a plein de poussière à l'intérieur. Entretenir un bien, tout simplement. Mais ça, le locataire, je pense, n'en a pas conscience. Il ne mesure pas les dégâts que peut avoir l'humidité. Et puis, manifestement, il n'est pas chez lui, donc peut-être il y a moins de précautions. Il y a parfois peut-être même une incompréhension, justement, dans le rôle de chacun. Moi, j'aime beaucoup cette idée que vous dites. D'ailleurs, sur les médias, vous vous exprimez beaucoup. Et vous dites...
voulait qu'on reconnaisse exactement l'action sociétale, si je peux me permettre un peu Bien sûr. le lien, que vous jouez, le rôle des propriétaires. Et c'est très juste, d'ailleurs, je peux vous fournir des chiffres, mais vous les avez également, Sylvain. C'est le rôle d'amortisseur social, pardonnez-moi, que vous avez au quotidien, malgré un pouvoir local, national, qui parfois, je ne vais pas dire vous méprise, mais vous rend totalement inexistant dans le rôle que vous assumez au quotidien. Il faut aussi le rappeler, ça. En réalité, on a 35 millions de propriétaires, mais ils sont perçus comme étant 35 millions d'unités. Et les propriétaires, ce ne sont pas des gens qui vont descendre dans la rue et qui vont se manifester. Donc à l'UNPI, c'est vrai, depuis 130 ans, on représente ces 35 millions de propriétaires parce que on mesure combien notre société a besoin de loger les Français. Alors c'est très clair, c'est ou bien ce sont les pouvoirs publics, c'est-à-dire la collectivité qui loge tout le monde, bon, ça s'appelle le logement social, hein, ou alors, eh bien, on fait confiance aux Français pour se loger entre eux. Il y a des propriétaires qui sont des propriétaires occupants. Eux, ils ne demandent absolument rien à la collectivité puisqu'ils ont acquis leurs biens tout simplement par le fruit de leur travail, etc. Et parfois, ils investissent un bien, 2 biens, grand maximum, et ça permet de loger les autres Français. Et là aussi, la collectivité, c'est-à-dire les pouvoirs publics, n'ont pas à s'en occuper. Donc on pourra arriver à permettre à l'État à se préoccuper tout simplement des plus démunis, des situations d'urgence, et se concentrer là-dessus. Encore faut-il que l'on ne voit pas le propriétaire comme quelqu'un qui est nanti, privilégié, etc. etc. Ce n'est plus du tout ça. Et même déconstruire, d'ailleurs, justement, merci pour la transition, Olivier. Est-ce que vous pensez, justement, à l'instar de ce que vient de nous dire Sylvain, que, justement, la pédagogie, la prévention qu'on vient d'évoquer peut être aujourd'hui, et permet de vous, les professionnels, parce que vous jouez aussi ce rôle d'amortisseur social, notamment sur la gestion locative, d'anticiper et de désamorcer, finalement, cette tension qui règne entre les locataires et les propriétaires? Alors nous à l'UNIS, on est très conscients de toutes ces difficultés. On est même tellement conscient qu'on a, vis-à-vis de nos confrères, rappelé les règles sur les problèmes de dégâts des eaux, sur les problèmes d'humidité, sur les problèmes de rénovation énergétique. On fait des formations là-dessus. Mais le point important, c'est de se dire qu'on a un vrai rôle sociétal sur la gestion locative d'un côté, c'est-à-dire mettre en location des appartements. C'est la partie transaction d'un côté, la partie gestion locative, mais aussi la partie copropriété. Et nous, on a poussé effectivement pour ce rôle sociétal avec le statut du bailleur privé. Statut qui effectivement avait été repris par le précédent gouvernement, puisque c'était Madame Valérie Létard, qui était notre ancienne ministre du Logement, qui avait trouvé que c'était effectivement un point positif, avec un engagement des propriétaires à louer sur une durée, à l'époque de 9 ans, pour le faire effectivement améliorer le nombre de logements sur le marché. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en crise, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à se loger parce qu'ils ne trouvent pas d'appartement à louer, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, mais aussi effectivement des gens d'un certain âge. On a une vraie difficulté. Et pour pouvoir permettre effectivement un redémarrage, il faut qu'on mette plus de biens sur le marché en location. Alors, on va avancer justement, il nous reste encore quelques minutes et je voudrais vraiment qu'on balaye tous les sujets. Je vais revenir à vous, Joséphine. Alors, je regardais, c'est hallucinant les chiffres. Hein. Les problématiques d'humidité et de fuite, c'est 80% des sinistres. Ouais. Des fois même plus. Vous confirmez Je confirme. C'est la plupart. Le gestionnaire de copropriété ou le gestionnaire locatif, la moitié de son temps, il passe son temps à gérer des problèmes de fuite, d'infiltration, d'humidité ou de difficulté. J'allais dire, ça peut pas être que la fuite, ça peut être aussi le problème de sa serrure dans lequel il a cassé la porte, ou le problème de la ventilation. Et on a beaucoup de difficultés sur un point que je vais vous souligner, c'est que quand vous avez effectivement des ventilations, quand on va dans les appartements, suite à ce que nous a proposé Sylvain Grattalou, on se rend compte que globalement, beaucoup de locataires ont mis du scotch sur les ventilations, que ce soit les bouches d'aération ou les bouches d'extraction. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors justement, Joséphine, ce problématique est un fléau national, donc on comprend la mission que vous avez à Aquadetec. Quel est le résultat a posteriori, une fois que vous êtes intervenu, que vous avez établi les liens de causalité, les responsabilités, qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, nous, notre rapport, qui est un document qui va pouvoir être utile soit à la personne qui nous a mandaté. Donc, soit elle va s'en servir pour mettre en place, via son contrat d'assurance, l'indemnisation à laquelle elle a droit. Également, trouver des prestataires adaptés aux réparations adéquates. Si c'est le tuyau d'alimentation qui fuit à cet endroit, grâce à nous, au moins, elle n'aura pas à casser tout son carrelage et ce sera une réparation localisée. Quelles que soient en fait les problématiques, on adapte. Il y aura des recommandations adaptées. Mais le rapport sert vraiment soit à l'assurance pour l'indemnisation, pour comprendre le responsable, soit pour les réparations effectives. Et permet un des éléments de la constitution du devis travaux, par exemple. Oui. Je pense aussi on parlait des critères ESG tout à l'heure, à avoir une transparence dans l'état des lieux d'un bien. Ça permet vraiment, d'un locataire à un autre. Et vous êtes totalement indépendant. Il faut le rappeler que l'indépendance de votre action vous oblige en termes comme un expert. Le fait qu'on ne répare absolument, pas, est gage de il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Totalement. C'est pour ça que votre mission Aquadetec devrait être reconnue d'utilité générale et d'intérêt national, parce que je pense que ce que vous faites est essentiel, comme ce que vous faites d'ailleurs, Édouard David, lorsque vous, d'ailleurs, vous le faites, me semble-t-il, gratuitement. Vous l'avez rappelé, Manuel Wojciechowski tout à l'heure l'a rappelé. Ça coûte quand même 350 €. Il y a quand même un expert qui vient et vous faites un diagnostic préalable qui ne conduit pas forcément tous les jours ou tout le temps à la prescription d'un chantier ou d'une vente. C'est ça, exactement. Important que vous le rappeliez. On a une majorité partie de notre activité qui est liée justement à de la prévention. On fait de la pédagogie puisque ça n'aboutit pas forcément derrière à un traitement, une solution de traitement. Donc c'est pour ça que on insiste sur ces points qui sont clés aujourd'hui. On se doit aujourd'hui de faire ériger des plateformes pédagogiques. On se doit de prôner ce genre de choses. Et pour moi aujourd'hui, c'est important d'insister sur le fait que le bon diagnostic, il est vital. Faire le bon diagnostic au bon moment, c'est la clé pour justement préserver à la fois le bâti, mais aussi les relations humaines et la sérénité de tous. Et le bon diagnostic, c'est celui qui est fait, je dirais, en tant que prévention. C'est-à-dire que si on arrive à intégrer cette prévention humidité aujourd'hui, comme on intègre aujourd'hui la prévention incendie, eh bien on pourrait s'éviter tout un tas de conflits, je pense, dans les relations qui existent entre propriétaires et locataires. Alors j'ai une dernière question, et vous allez rester avec moi si vous voulez bien, parce que j'aimerais faire la conclusion avec vous, mon cher Édouard, et on a d'ailleurs une petite pensée pour votre directeur général Gary Ordener qui ne manquera pas de nous écouter. Justement, et je vais commencer par vous, Olivier. L'humidité, aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui peut entraîner un rapport juridique, conflictuel, juridique, etc. Comment quand on est intermédiaire, et je poserai la même question à vous, Sylvain, comment juridiquement, en termes d'obligations, que vous avez rappelé par exemple que les obligations d'entretien pour les locataires, c'est une obligation légale, c'est dans le Code civil, Et ils ne le savent pas. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, ils considèrent que c'est pas à eux, que c'est pas à eux. Et donc, on n'est pas responsable. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand on voit des locataires devenir propriétaires, brusquement, ils sont beaucoup plus maniaques sur l'entretien de leur... réalité. Oui, mais l'entretien de leurs biens. Alors, justement, que disent les textes là-dessus ? On a vu que le bien fondé d'Aquadetec, justement, qui aide le texte ou qui aide les assureurs à établir les liens de cause, les origines et permettent aussi d'évaluer les travaux. Là, pour le coup, vous, intermédiaire, administrateur de biens ou syndic des copropriétés, comment ça se passe ? Alors nous, le point important, c'est d'abord de repérer l'origine de la fuite. Pourquoi ? Parce que quand on a effectivement une fuite, il faut tout de suite la stopper le plus rapidement possible. Ensuite, effectivement, c'est d'intervenir auprès de l'assurance. Mais une chose est très claire, il faut le rappeler, qu'il soit copropriétaire, propriétaire ou locataire, l'assurance n'intervient pas pour payer la réparation de la fuite, mais uniquement les dégâts qui ont été provoqués par la fuite. Oui, ça veut donc dire que si la fuite est d'origine partie commune, c'est au syndicat des copropriétaires à prendre en charge la réparation. Si la fuite est d'origine privative, c'est soit au copropriétaire, soit son locataire, en fonction des obligations qu'ils ont l'un et l'autre, de prendre en charge. L'exemple le plus simple, c'est vos joints de douche.
vous n'avez pas changé les joints de douche en qualité de locataire. C'est le locataire qui va être responsable, effectivement, et dans lequel, quand on va trouver qu'effectivement il y a de l'humidité, le problème de réparer la fuite est simple. C'est on enlève tous les joints qui sont autour, on refait la totalité des joints. Le seul problème, c'est que si ça a abîmé la totalité du plancher, il faut démonter la totalité de la douche, refaire la partie plancher, refaire l'étanchéité en dessous et remettre la douche. Et là, on se retrouve avec des difficultés entre le rôle du bailleur d'un côté, puisque ce sont des installations qui appartiennent au bailleur, et le locataire qui n'a pas fait le boulot. Et ça, c'est une difficulté que l'on va avoir à traiter, qu'on va devoir Bien essayer sûr. de gérer, mais pas toujours facilement. Sylvain Grattalou. Alors, les obligations du bailleur, elles sont claires. Lorsque le locataire signe son bail, il a effectivement une première partie qui correspond à, au lien bailleur-locataire, mais personnalisé. C'est-à-dire le montant qu'il doit payer, etc. Dans quel délai, des mentions un peu importantes, notamment la résiliation du bail dans l'hypothèse où il y a un non-paiement du loyer, etc. Et puis après, il y a l'ensemble des dispositions de la loi de 1989. Ça fait plusieurs pages. Croyez-vous que les locataires prennent le temps, avant d'entrer dans les lieux, de lire l'ensemble des choses? Bien sûr que non. Et puis, il n'est pas question de les blâmer, parce que ce soit le bail d'habitation, que ce soit n'importe quel contrat, il n'est pas lu. Il y a, je crois, un travail de pédagogie qui est à faire. Il y a aussi un lien plus important à faire entre le bailleur ou son représentant avec le locataire. Les relations sont aujourd'hui compliquées parce qu'il manque ce lien. Mais comme dans tous les compartiments de notre société, il manque ce lien social, qui permettrait d'accueillir cette relation de façon beaucoup plus bienveillante et non pas sous forme de suspicion. Et c'est ce que ce qu'on essaye à l'UNPI de faire passer comme message, c'est qu'un propriétaire joue vraiment un rôle social fondamental et qu'il faut arrêter de voir ces propriétaires comme des voyous. Alors il y aura toujours les marchands de sommeil, évidemment, c'est toujours ceux qui sont cités, mais ceux-là, ils ne font pas partie et des clients des administrateurs de biens, ni adhérents de l'UNPI. Et l'objectif, c'est de considérer que ces propriétaires sont exemplaires, parce que si on veut attendre beaucoup d'un locataire, il faut qu'il soit irréprochable, et réciproquement. Encore faut-il qu'il puisse avoir une connaissance peut-être plus précise des obligations des uns et des autres. Et en même temps, cette connaissance, elle repose tout simplement sur du bon sens. Quand on voit un plafond qui est légèrement humide parce que le voisin a probablement eu un petit dégât des eaux, on voit que ça ne coule pas, puis que ça sèche, et puis qu'à l'état de lieu de sortie, on va retirer à ce locataire finalement une part de son dépôt de garantie parce que le plafond est abîmé, il ne va pas comprendre. Mais il suffisait de le signaler, et d'en parler, d'aller voir son voisin, d'appeler le bailleur. Les choses se font tout simplement. Absolument. Voilà. Donc je crois que la clé de toute bonne relation repose sur le bon sens, sur la bienveillance et sur tout simplement une volonté d'être ensemble et de comprendre que l'un est là pour l'autre et l'autre est là pour l'un. C'est le rôle d'ailleurs que vous menez à l'UNPI. Voilà, on s'approche de la fin de l'émission. Vous allez rester avec nous, Édouard David, pour la conclusion. Je voudrais juste rappeler, donc, Aquadetect sur le site internet, on peut le trouver facilement. Aquadetect.com. Aquadetect.com. Si j'ai un sujet, je peux passer par le site, vous appelez directement. Totalement. Et vous intervenez illico presto, si on peut dire les choses comme ça, avec une très forte pénétration en Île-de-France notamment. Exactement. Toute l'Île-de-France. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, Édouard David. Vous allez rester avec nous, responsable du pôle d'engagement sociétal, pour faire la conclusion. Un immense merci à Joséphine Duvignac, que je rappelle que vous êtes chargée du développement, directrice commerciale d'Aquadetect France en Île-de-France. Et Dieu sait que, à mon avis, beaucoup de gens vont vous solliciter. C'est important ce que vous faites. Un immense merci au président de l'UNPI, Sylvain Grattalou. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez. Sylvain. Vous êtes chez vous sur Radio Imo. Merci, on est ravis infiniment de vous recevoir. Un petit clin d'œil également à ceux qui organisent, bien évidemment, aussi toutes les équipes qu'on ne voit pas toujours. Un petit clin d'œil à notre ami Coralie Adam qui nous écoute. Voilà. Également, un immense merci à Olivier Safar. Merci à vous de m'accueillir. Voilà, notre sur le super plateau. éditorialiste technique pour justement la copropriété, l'administration de biens et le syndic de copropriété auquel vous êtes confrontés tous les jours. Je rappelle que vous êtes également président de CalISR, oui, mais surtout à Paris, l'un des administrateurs de biens et syndics de copropriété majeurs dans le paysage avec le groupe Safar. Merci d'être venu, Olivier, merci de m'accueillir sur le plateau. Voilà, c'est la fin de cette deuxième table ronde. C'est l'heure de passer avec une courte conclusion que l'on va faire avec notre ami Édouard David. Voilà, on se retrouve avec une légère petite pause.
Maison Saine, 3e édition, c'est la conclusion justement, mais on ne pouvait pas se quitter pour cette 3e édition de ce magazine que nous construisons avec nos amis de Murprotect sans vous donner justement les bonnes pratiques. Et pour conclure, je le ferai avec vous, Édouard David. Je rappelle que vous êtes le responsable du pôle d'engagement sociétal. Justement, quelles sont selon vous les 3 actions prioritaires qu'un investisseur ou un bailleur peut lancer dès aujourd'hui? Alors oui, Sylvain, les 3 actions aujourd'hui prioritaires pour un investisseur, c'est prendre conscience aujourd'hui que l'humidité, c'est une pathologie du bâtiment. D'accord. Avant toute action, il faut identifier, si vous voulez, s'il s'agit d'un problème structurel ou accidentel, et éviter de penser automatiquement qu'il s'agit d'un problème comportemental lié aux occupants du logement. En deuxième action, c'est informer les locataires. Leur donner justement les bonnes pratiques pour éviter que humidité et moisissure arrivent dans le logement. Et aujourd'hui, on a développé justement une plateforme qui s'appelle Humidimo, qui sera prochainement disponible pour aider les professionnels, si vous voulez, dans leur devoir d'information. Alors justement, investir dans un logement sain, c'est finalement le meilleur moyen de sécuriser son patrimoine tout en contribuant à la santé publique. Et vous avez un site, c'est le site Maison Saine. C'est ça. Quelles sont vos priorités pour les semaines à venir ? Les priorités, donc on va participer le 8 et 9 décembre au salon IMO de la FNAIM avec qui nous sommes donc en partenariat. Donc on sera présent pour rencontrer l'ensemble des professionnels et échanger autour des enjeux de l'humidité. Et on y sera d'ailleurs pour vous y accueillir également. Génial. Le déploiement, si vous voulez, Sylvain, du diagnostic préventif, on en a parlé, ce fameux diagnostic préventif, donc lancer des campagnes pour identifier l'humidité structurelle ou accidentelle, comme on a pu le voir avec Joséphine, notre filiale Aquadetech. Et dans un troisième temps aussi, donc continuer à accompagner des rénovations saines. On en a beaucoup parlé, pas de rénovation sans ventilation, mais surtout, j'insisterai sur ce point, pas de rénovation sans vérifier l'état de santé des murs. Et les murs, c'est un vrai sujet puisque on l'a vu, et d'ailleurs vous m'aviez expliqué comment ça fonctionnait. Les remontées, par exemple capillaires, justement prennent racine à partir des murs, sortent à l'extérieur et créent parfois un gaz inodore qui, avec le poison lent, on en parlait tout à l'heure avec Manuel, peut générer des vrais sujets. Alors justement, on va inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez bien, Édouard, à aller sur le site www.maison-saine.fr où on a, Édouard, toutes les bonnes pratiques pour justement éviter et anticiper ces fléaux d'humidité. C'est ça, on retrouve pas mal de rubriques, des paroles d'experts. On a la possibilité de réaliser notamment un test pour vérifier la qualité de l'air intérieur de son logement. Donc j'encourage vraiment tout le monde à se rendre sur cette plateforme Maison Saine pour aller jeter un petit coup d'œil à toutes ces paroles d'experts intéressantes. Forcément, on a des paroles du corps médical, d'experts de l'immobilier, des professionnels, encore une fois, de la rénovation. Donc c'est vrai qu'on réunit un casting important de personnes d'influence et c'est l'heure des remerciements pour cette 3e édition. Je voudrais qu'on remercie nos producteurs préférés, Grégoire Darico, Eric Cala, qui sont aux commandes de l'émission, mais aussi les techniciens Jason, Théo, Baptiste et toute l'équipe qui a permis la réalisation, parce que sans eux, tout simplement, on ne pourrait pas faire l'émission. Et un immense merci également à tous nos invités, mais également les équipes de Murprotect, Laurine, Pascal Brunon, le docteur Brunon, je peux l'appeler presque, l'ingénieux Pascal Brunon qui justement réfléchit également sur la production, directeur marketing de Murprotect. Merci également à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce programme. Et n'oubliez pas, en cas de doute, vous allez sur le site de Murprotect, vous faites un diagnostic, il est gratuit et il vous permettra, comme vous l'avez dit très justement, Édouard et Manuel Wojciechowski également, d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est vraiment une mesure, comme vous l'avez dit très juste, une mesure préventive. À très bientôt pour une nouvelle édition, un 4e numéro de Maison Saine avec Murprotect. On se retrouvera, comme vous l'avez dit très justement, à IMO, le congrès, qui est le congrès FNAIM qui a lieu au Carrousel du Louvre début décembre, mais aussi sur tous les grands rendez-vous de la profession. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maison. Vous allez sur Maison Saine pour apprendre les bonnes pratiques et vous allez faire un diagnostic en allant aussi également sur le site de Murprotect. À très vite pour une émission avec Maison Saine. Maison Saine, une émission proposée par Murprotect, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.